Stéphane Dufoy, qui est maître de conférence en sociologie à l'Université Paris-Ouest Nanterre. Il est directeur du laboratoire Sophia Paul. Et c'est un des grands spécialistes de la question de la diaspora. Il a publié plusieurs ouvrages sur cette question-là. Il enseigne à Paris 1 également. Et donc, on lui a demandé un peu d'avoir une réflexion un peu générale sur la question de la diaspora et les problèmes, les enjeux. Donc, il a choisi un titre assez révélateur, assez intéressant. Chacun sa diaspora. Donc, les règles sont claires dès le début. Donc, nous, Tunisiens, nous avons notre diaspora. Mais la question est de savoir si on va pouvoir la déterminer et bien. Alors, chacun sa diaspora, les transformations des politiques étatiques envers les expatriés. Voilà, donc, sans plus tarder, je te cède un peu la parole. Il y a un micro si tu veux l'utiliser, mais mets-toi à l'aise et voilà. Bien, merci beaucoup. Je remercie dès à présent les organisateurs de cette journée de m'avoir proposé d'y participer. Et je suis frappé par un premier point. Avant même de commencer, je me rends compte que ce que j'avais préparé est en fait pas forcément le plus adapté à ce qui vous intéresse. Pour deux raisons. D'une part, ce que tu viens de dire, Mohamed, et puis d'autre part, tout simplement le document qui nous a été donné ici et que j'ai donc lu pour la première fois ce matin et dans lequel je suis très frappé par une chose qui est cette surreprésentation de l'expression diaspora tunisienne. Et peut-être pour commencer à mettre les pieds dans le plat et être délibérément provocateur, est-ce que ça existe, la diaspora tunisienne? Et si oui, qu'est-ce que c'est? Au sens, si ça existe, c'est qui? Est-ce qu'on a affaire à l'addition statistique de tous les Tunisiens vivant à l'étranger? Et si on parle des Tunisiens vivant à l'étranger, c'est-à-dire en dehors des frontières de la Tunisie, on parle de qui exactement? Est-ce qu'on parle de tous ceux qui ont la citoyenneté tunisienne en tant que telle, ou de tous ceux qui, par l'ascendance, sont liés à la Tunisie et peuvent éventuellement, plus ou moins légitimement, revendiquer un droit, un intérêt spécifique vis-à-vis de ce qui se passe en Tunisie? Ce que je vais essayer de vous montrer, en chamboulant pratiquement tout ce que j'avais préparé, mais c'est plus intéressant comme ça, c'est d'essayer de vous montrer comment précisément ce terme de diaspora est devenu un enjeu lui-même. C'est-à-dire que ce n'est pas un terme neutre. Ça apparaît comme un terme finalement permettant de décrire une situation, éventuellement une géographie, une communauté. Mais en tant que tel, ce terme n'est pas un terme descriptif. Ce terme va beaucoup plus loin que ça, parce que c'est un terme qui permet de créer en quelque sorte ce dont il parle. C'est-à-dire que dire la diaspora tunisienne existe, la diaspora tunisienne compte tant de membres, la diaspora tunisienne transfère tant d'argent, en fait un acteur. Et donc le fait même de dire diaspora représente un acte politique important et qui ne peut être efficace qu'à condition que ceux et celles qui le disent se voient reconnaître une autorité pour en parler de cette manière. Mais ça implique aussi autre chose. Ça implique de reconnaître la possibilité pour ce terme même de diaspora de dire ce qu'on veut lui faire dire. Or, pendant très longtemps, ce terme n'a pas du tout eu ce sens. Donc, ce que je vais essayer de vous montrer dans les minutes qui me sont allouées, c'est d'essayer de vous montrer deux processus différents
et qui ont en fait convergé quelque part au début des années 1990. Ces deux processus sont les suivants. C'est d'une part la transformation du rapport qu'entretiennent la plupart des États vis-à-vis de leurs expatriés. Je reviendrai sur ce mot d'expatriation et d'expatriés. Premier processus. Et deuxième processus, essayer de vous montrer la manière dont les usages du mot de diaspora se sont transformés historiquement au point de rendre possible, en particulier à partir de la fin des années 1990, l'utilisation par pratiquement n'importe quel État au monde de ce terme pour désigner ses ressortissants ou les personnes d'origine nationale vivant à l'extérieur des frontières. D'où le chacun sa diaspora. Donc voilà en gros le programme que je vais essayer de suivre. Le premier point est celui qui concerne la transformation de ce rapport entre les États et les expatriés. Historiquement, les États-nations, quand ils se sont créés, quand ils ont clos leurs frontières, quand ils se sont constitués un socle administratif, légal, constitutionnel, généralement, les autorités qui étaient responsables justement du droit et de la représentation voyaient d'un assez mauvais œil le départ des nationaux, de ceux qui avaient la citoyenneté, leur départ à l'étranger. C'est-à-dire qu'il existait en fait une sorte d'équation ou de correspondance entre la distance qui pouvait exister entre le territoire et les individus qui étaient partis, et la distension du lien entre ce pays et ceux qui étaient partis. C'est-à-dire, en gros, on considérait que plus on est loin, et plus on est loin longtemps du territoire, et moins le lien à ce territoire est présent, et plus le lien à ce territoire devient problématique. Généralement, il y a plusieurs exemples, je ne vais pas revenir là-dessus, mais constitutionnellement c'est très intéressant et juridiquement c'est très intéressant. On considérait que, par exemple, la constitution, enfin une constitution française et également une constitution d'un État allemand au 19e, considérait qu'un individu qui était parti et qui ne rentrait pas au bout de 10 ans perdait sa citoyenneté, automatiquement. Parce que si on n'était pas rentré au bout de 10 ans, ça signifiait qu'en fait la loyauté était partie. Elle avait été transvasée d'une certaine façon. D'où l'expression d'expatriation. L'expatriation aujourd'hui est un mot relativement courant pour désigner quelqu'un qui s'installe à l'étranger, mais pour travailler, pour des contrats ou pour des raisons familiales, n'importe quoi. Juridiquement, l'expatriation, c'est plus que ça. L'expatriation, c'est la sortie de la patrie. Et ce n'est pas la sortie du territoire. C'est la sortie de l'espace même de la loyauté, en quelque sorte. Je vous donne un exemple. Pendant très longtemps, le droit de la nationalité, dans beaucoup de pays, et en France jusqu'en 1927, imposait à la femme française épousant un étranger, lui imposait la perte de sa nationalité française. Une femme française épousant un étranger n'était plus française et épousait la nationalité de son mari. Ce phénomène-là était de l'expatriation. Même si la femme ne bougeait pas et restait en France, le simple fait d'épouser un étranger l'expatriait, c'est-à-dire la faisait sortir de la nationalité. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il existait, plus exactement, ce lien très très fort, cette correspondance entre la distance et la distension du lien. C'est ce qui peut notamment permettre d'expliquer pourquoi le sociologue Abdelmalek Sayad envisageait la question de l'immigration comme étant la question de la double absence. Et il en appelait à la création de ce qu'il appelait une science de la double absence,
permettant de comprendre comment l'émigration correspondait à une sorte de double invisibilité. Invisibilité dans le pays que l'on a quitté et invisibilité dans le pays dans lequel on est entré. Sayad voyait les choses essentiellement donc à partir de cette question de l'émigration et à une époque particulière. Les principaux travaux de Sayad datent des années entre les années 60 et les années 1980. Sans remettre en cause en tant que telle la pertinence des travaux de Sayad, il me semble qu'on est dans une époque où on peut tout à fait légitimement, ce que j'ai proposé en 2005 avec la sociologue Dana Diminescu, on peut à mon avis assez légitimement revendiquer l'existence ou la nécessité de créer une science de la double présence. Parce qu'il n'est pas totalement exact de dire qu'aujourd'hui, les migrants sont seulement doublement absents. Ils sont aussi doublement présents. Parce qu'il existe désormais des possibilités pour les migrants, les primo-migrants, mais également pour leurs enfants, de rester en contact, c'est-à-dire de réduire en fait la distance qui existe, de rétablir une certaine forme de presque d'ubiquité. On peut, non pas physiquement, mais symboliquement, technologiquement, être en deux endroits à la fois. On pourrait très bien imaginer qu'aujourd'hui, on ait pu avoir une visioconférence via Skype avec un Tunisien en Tunisie, qui aurait de la sorte été doublement présent. Localement en Tunisie, mais présent avec nous et capable d'interagir ici d'une façon totalement efficace, c'est-à-dire que le temps nécessaire pour franchir la distance est réduit à 0. Donc, ubiquité. Pas physique, mais dans l'interaction, véritablement. Donc, il y a eu une transformation, notamment liée à la question technologique, il y a une transformation des possibilités même de rester en contact avec le pays que l'on a quitté. Cette transformation-là a également transformé le rapport politique entre les États et leurs ressortissants, et entre ces ressortissants et leurs familles, les amis restés au pays, l'intérêt que l'on peut avoir pour le pays, à partir du moment où il est possible de pouvoir regarder une chaîne de télévision nationale en direct via le câble, dès l'instant qu'il est possible de pouvoir lire les journaux sur Internet exactement comme si on allait les acheter à Tunis, rend l'investissement affectif, symbolique, politique que l'on peut avoir pour le pays que l'on a quitté, le territoire sur lequel on ne vit plus, rend cet investissement beaucoup plus fort qu'il ne pouvait l'être il y a 20 ans, il y a 30 ans, et encore plus il y a 40 ou 50 ans. Par conséquent, on assiste, à mon avis, à deux types de transformations que je pourrais démontrer avec tout un tas de cas, mais je n'ai pas véritablement le temps de le faire ici. La définition même de la nation, pour de plus en plus de pays, va au-delà du cadre territorial. C'est-à-dire que l'adéquation, la correspondance entre le territoire et la nation est quelque chose qui n'est plus tout à fait vrai. La nation déborde le territoire. Et de plus en plus d'États considèrent que leur nation, l'espace de la nation, englobe également tous ceux qui vivent à l'étranger et qui ont un lien particulier au territoire, notamment les citoyens. C'est ce que j'appelle, mais à la limite le concept n'est pas très important, c'est ce que j'appelle les nations extraterritoriales. De plus en plus, les États extraterritorialisent leur définition même de la nation, en souhaitant inclure leurs ressortissants vivant à l'étranger dans cette définition même de la nation. Et le texte qui nous est présenté ici aujourd'hui est tout à fait emblématique de ça.
comment est-il possible d'inclure au sein de la Constitution tunisienne la mention des Tunisiens de l'étranger? C'est typiquement l'extraterritorialisation de la question de la nation. Il y a un deuxième phénomène, plus rare pour l'instant, mais qui est en train de se développer, qui est le fait d'inclure dans l'espace de la nation non seulement les citoyens, c'est-à-dire non seulement ceux qui ont un lien légal, juridique avec l'État, mais aussi d'y inclure tous ceux qui ont un lien d'origine. Concrètement, cela signifierait ne pas seulement inclure dans l'espace de la nation tunisienne les citoyens tunisiens à l'étranger, mais également tous ceux qui ont une ascendance tunisienne et qui sont nés d'un ou d'une citoyenne tunisienne, ou pourquoi pas, qui ont des grands-parents qui sont des citoyens ou des citoyennes tunisiennes. Et à ce moment-là, la transformation est encore un peu différente. Parce qu'on n'est plus à strictement parler à l'intérieur du cadre juridique de l'État avec le lien légal, on est passé dans quelque chose d'un tout petit peu différent qui consiste à postuler que finalement, ça n'est pas en tant que tel le lien juridique qui est le plus fort. Ce qui est très fort pour la définition de la nation, c'est cette question de l'origine. Donc, c'est ce que j'appelle des nations ultra-étatiques, c'est-à-dire qui dépassent en tant que telles la question de l'État pour considérer de manière plus large la question de l'origine. Il y a plusieurs États qui ont d'ores et déjà franchi ce cap et qui incluent dans leur vision de la nation ceux qui ont une origine nationale. L'Arménie, l'Irlande, l'Inde, pour ne vous donner que ces trois exemples-là. Très brièvement, je vous cite ce qui est désormais l'article 2 de la Constitution irlandaise, qui a été modifiée en 1998 et qui est désormais rédigée ainsi. Toute personne née dans l'île d'Irlande a par sa naissance le droit de faire partie de la nation irlandaise. C'est aussi le droit de tous ceux auxquels la loi accorde le droit d'être citoyens d'Irlande. De plus, la nation irlandaise entretient une affinité particulière avec tous les individus d'ascendance irlandaise vivant à l'étranger, mais partageant son identité et son héritage culturel. Article 2 de la Constitution irlandaise. Donc dans la Constitution irlandaise, et je rajoute ça en ayant lu tout ce qui pouvait être lié justement dans le document qui nous a été présenté sur la question « faut-il faire quelque chose par rapport à la Constitution ?» Donc c'est une sorte de petite pierre que j'amène, alors je ne sais pas si c'est une pierre ou une brique, mais ce n'est pas l'important, que j'essaie d'amener justement à votre débat. On voit très bien que se retrouvent inclus à l'intérieur de la Constitution de la République d'Irlande des gens qui ne sont pas des citoyens. Je trouve qu'il y a ici une tension qui est intéressante et une évolution qui peut peut-être, je ne sais pas, fournir, si ce n'est un modèle, en tout cas fournir des questions. Alors, quelles peuvent être les formes de cette transformation des relations entre les États et leurs expatriés, qu'ils soient citoyens ou d'origine nationale? Pour moi, il y a 7 dimensions principales que je vais vous lister de manière très rapide. Il y a d'une part, bien évidemment, la question du vote depuis l'étranger, c'est-à-dire sans avoir à revenir sur le territoire. Je laisse aux spécialistes de cette question qui m'encadrent le soin de la développer. Deuxième question, deuxième dimension fondamentale, qui est celle de la représentation politique, qui est différente. On peut très bien pouvoir voter depuis l'étranger sans pour autant que les citoyens vivant à l'étranger soient représentés politiquement, c'est-à-dire qu'il y ait des députés, par exemple, de l'étranger, députés tunisiens de l'étranger. Deux dimensions qui souvent sont confondues et qui pour autant sont distinctes. Troisième possibilité, troisième dimension, l'inclusion réelle ou symbolique dans l'organisation territoriale. Un certain nombre d'États ont considéré que leurs citoyens vivant à l'étranger constituaient un département ou une région à part, avec des droits en tant que tels, avec un enregistrement spécifique, avec du coup une place constitutionnelle en tant que partie séparée du territoire, mais quand même partie nationale. La question... Oui. Vous pouvez donner l'exemple dont on a parlé hier soir, parce qu'il y avait Oui, alors c'est l'exemple de...
faut que je le retrouve exactement, mais il y a plusieurs exemples latino-américains qui sont... Ça, c'était le Chili. C'est le Chili, c'est ça. C'est le Chili, mais je le retrouve, il faudrait que je retrouve, et je pourrais vous le donner tout à l'heure. Il y a un... parce qu'ils ont une indication en tant que telle, ils appellent ça un truc particulier, je suis désolé, je ne vais pas le retrouver maintenant. C'est pas grave. C'est pas grave, je vous dirai ça. Il y a un exemple important qui est l'exemple. Il y a plusieurs exemples, voilà. Il y a l'exemple chilien notamment qui est intéressant. Il y a un cas aussi qui est un tout petit peu différent, mais qui vous montre quand même la tendance, qui est au sein de l'Union africaine, toute la discussion qui a lieu depuis maintenant 6-7 ans sur le fait de faire de la diaspora africaine la 6e région d'Afrique. On peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on a affaire à quelque chose qui est réel, avec des droits, ou est-ce que c'est symbolique? Et si c'est symbolique, est-ce que ça signifie que ça ne compte pas? Donc, cette inclusion de ce qui se passe à l'étranger à l'intérieur d'une organisation territoriale. 5e point, qui est l'existence d'espaces de lien. Généralement, c'est l'existence de sites internet particuliers, de bases de données enregistrant les citoyens vivant à l'étranger, des sites dédiés également, donnant les informations sur les droits que peuvent avoir les citoyens vivant à l'étranger ou les personnes d'origine nationale vivant à l'étranger. 6e possibilité, les espaces de rencontre, c'est-à-dire l'organisation, une fois l'an, une fois tous les 2 ans, de rencontres entre l'État et sa diaspora. C'est notamment ce qu'avait fait l'Arménie dans les années 1990. Ils en sont à 4 rencontres Arménie-diaspora. Et à chaque fois sont débattus des sujets très chauds, très sensibles, la double nationalité, la double citoyenneté, le vote à l'étranger, la représentation politique, etc., entre les représentants, ce qui implique aussi le fait de faire remonter des représentants de cette diaspora arménienne vivant dans différentes parties du monde. Et enfin, dernière dimension, l'inclusion, que j'ai déjà signalée à propos de la République d'Irlande, l'inclusion dans la définition même de la nation. C'est-à-dire considérer que la nation n'est pas simplement l'ensemble des citoyens, mais que la nation représente quelque chose de plus large en tant que tel, qui inclut une sorte de lien spécial avec le pays. Il y a un exemple très célèbre qui existe depuis maintenant un certain temps, qui est le lien qu'entretient l'État d'Israël avec la diaspora dite juive, qui, pour la très grande majorité des individus, concerne des personnes qui ne sont pas de nationalité israélienne, mais qui ont ce lien qui est tout à la fois religieux et ethnique, qui caractérise la diaspora juive, avec un nom particulier qui est donné en Israël, non pas à cette relation, mais à cette communauté, qui est le nom de Tfutsot. Et Tfutsot signifie dispersion en hébreu. On est passé d'un état, d'un autre terme, qui était le terme de Galout, qui était un terme qui signifie exil en tant que tel, et l'exil, c'est le fait de ne pas avoir d'état, à un autre type de relation, qui est une relation de Tfutsot, c'est-à-dire tout à la fois de dispersion, mais en fait c'est un mot qui ne veut pas dire, le mot veut dire dispersion en tant que tel, mais quand on parle de Tfutsot pour la diaspora juive, il est évident que le nom même vient rassembler les dispersés. C'est ça qui est capital quand on prend un terme comme Tfutsot ou quand on prend un terme comme diaspora. On a un mot qui veut dire dispersion, mais l'usage du mot veut au contraire dire rassemblement, et veut au contraire dire communauté. C'est ça que j'aimerais essayer de vous montrer, parce que c'est précisément là aussi la transformation des usages du terme de diaspora qui est fondamentale. Pendant longtemps, presque 2000 ans, ce terme a été pratiquement uniquement utilisé pour les Juifs. Mais il était souvent utilisé de manière négative. La diaspora juive, sans l'existence d'un État qui pouvait lui correspondre, était une malédiction.
C'était une dispersion au sens une quasi-dissolution, une perte, quelque chose qu'il fallait faire cesser, précisément. À la base de la constitution de l'État d'Israël, il y a cette idée de ce qu'ils appellent le kibbutz galuyot, qui en hébreu veut dire le rassemblement des exilés. Le kibbutz galuyot, c'est le fait de dire maintenant on a un État. Comme on a un État, revenez. Migrez. Élevez-vous vers Israël, pour reprendre le terme aliyah veut dire s'élever. Donc l'immigration vers Israël est toujours une élévation, alors que la migration est toujours yerida, c'est-à-dire est toujours il y a une signification théologique extraordinairement importante dans cette vision de ce qu'est la diaspora. Or, ce qui s'est fait finalement après la création de l'État d'Israël est la mise en place d'une relation complètement différente, puisque bien évidemment tous les Juifs n'ont pas émigré en Israël. Donc, il y a une sorte d'échec de la politique sioniste israélienne des débuts de l'État d'Israël à faire revenir tous les Juifs, et finalement, il s'est installé une relation dans laquelle, ne réussissant pas à tous les faire revenir, eh bien, ils ont mis en place des compromis. C'est-à-dire sur la possibilité, malgré tout, de considérer que les Juifs vivant à travers le monde gardaient un lien particulier avec l'État d'Israël. Mais ce n'est pas la seule transformation des usages de diaspora qu'il y a eu. Parce qu'en fait, ce qu'on peut constater, et j'accélère un petit peu, ce qu'on peut constater, c'est que depuis la fin des années 1980, ce terme a connu une évolution tout à fait notable vers une connotation de plus en plus positive. C'est-à-dire que maintenant, être un peuple en diaspora, pour reprendre l'expression de Richard Marion Strauss, c'est plus une malédiction. Parce que depuis la fin des années 80 et le début des années 90, et en ça, la prise en compte de ce que l'on appelle la mondialisation, l'émergence des technologies de l'information et de la communication que j'ai signalées au début de cette intervention, font que la distance n'est plus considérée comme un obstacle. Et donc la dispersion géographique n'est plus nécessairement une impossibilité d'unité, n'est plus nécessairement vue comme une interdiction d'intervenir, de participer, d'être présent à l'intérieur même de la vie politique du territoire que l'on a quitté. Et donc on voit progressivement se mettre en place une transformation très importante du sens, non pas de la signification, mais du sens de diaspora, qui progressivement passe d'un terme négatif à un terme positif. Et il passe à un terme positif parce que c'est un terme, compact, et qui, de surcroît, par rapport à des termes comme les citoyens vivant à l'étranger, ou l'émigration tunisienne, ou l'immigration tunisienne, présente un caractère, compact, comme je le disais, et 2, permet de donner l'idée qu'il existe une communauté. Parce que ce terme, comme je l'ai déjà rappelé, dans le même temps, vient dire dispersion et vient dire unité. Et c'est cette particularité tout à fait spéciale des évolutions de l'usage du terme qui va finalement le rendre aussi attractif. Et va rendre possible pour les différents États, et on ne le verrons pas que pour les États, la possibilité de l'utiliser, dans tous les sens du mot utiliser, voire de l'instrumentaliser, pour transformer leurs relations avec les citoyens vivant à l'étranger. Mais il n'y a pas que les États qui interviennent là-dedans. Ce qui est tout à fait frappant, c'est la façon dont ce terme de diaspora va entrer à partir de la fin des années 1990 dans le lexique d'un certain nombre d'organisations internationales, la Banque mondiale, le Bureau international du travail, l'ONU,
l'Organisation internationale pour les migrations. Et ce terme va rentrer dans le lexique de ces organisations internationales parce qu'elles vont considérer que pour un État, mettre en place une politique de diaspora fait partie des bonnes pratiques. C'est-à-dire fait partie de ce qu'un État doit faire. C'est pour ça, par exemple, que la page qui était tout à l'heure, je ne sais pas si c'est possible de la récupérer, d'où le développement dans un certain nombre d'instances de ce type de schéma. Alors là, il s'agit en fait d'un extrait d'un document de travail qui a été présenté au Forum mondial pour la migration et le développement qui s'est tenu à Athènes au cours de l'année 2009. Et ce qui est présenté ici, c'est un document qui a été rédigé par les représentants mexicains et néerlandais. Et ce qui est très frappant, c'est de voir, ils indiquent comment un État devrait, j'insiste sur le devrait et la dimension normative de tout cela, devrait mettre en œuvre une stratégie de diaspora. Comment faire? Donc, il nous est indiqué relativement clairement identifier les objectifs et les capacités, connaître sa diaspora, instaurer la confiance, cartographier les organisations, l'inventaire des compétences, poser la question de la citoyenneté, la question des services à la diaspora, la mobilisation des acteurs, etc. etc. C'est-à-dire que, contrairement à ce que l'on peut penser, on n'a pas simplement affaire à des décisions qui sont prises individuellement par des autorités étatiques. On a aussi affaire à un cadre international. Et ce cadre international redescend au niveau des États. C'est-à-dire, plus ou moins, s'impose au niveau des États. Parce qu'en fait, il y a en quelque sorte des échanges de bons procédés. Si vous respectez les bonnes pratiques, alors à ce moment-là, on peut vous aider. On peut vous aider à mettre en place ces stratégies. On peut vous former. Il y a un cas qui est tout à fait emblématique, c'est, comme vous le savez, la Moldavie est un nouvel État en Europe, pas dans l'Union européenne, mais en Europe. À la création de l'État moldave, après l'indépendance moldave, eh bien, il y a eu une délégation de l'Organisation internationale pour les migrations qui a proposé un séminaire de formation pour les nouvelles élites administratives et politiques moldaves, afin de leur indiquer comment ils pouvaient, ce qui en langage international veut dire comment ils devaient, mettre en place une politique à l'égard de la diaspora moldave. Et que s'ils le faisaient, c'est-à-dire s'ils mettaient en place cette démocratisation, parce qu'en fait, ces politiques de diaspora s'inscrivent à l'intérieur d'une volonté ou d'un cadre général consistant à dire plus vous englobez votre diaspora à l'intérieur de l'espace de la nation, plus vous êtes démocratique. Plus vous respectez les cadres de la démocratie. Donc là, on leur dit, soyez démocratiques. Oui. On leur dit, soyez démocratiques et nous, on vous aidera à l'être, en quelque sorte. Tout ça apparaît fort bien, bel et beau. Sauf qu'à l'intérieur de ça, il y a quand même non pas une contrepartie, mais il y a quelque chose qui est un tout petit peu caché, qui consiste à dire, d'accord, il y a la démocratie, mais il ne faut pas oublier la question du développement. Qu'est-ce que ça veut dire, les politiques de diaspora dont il est question ici? Regardez ce qui est indiqué immédiatement en haut du document qui est présenté. Identifier les objectifs et les capacités. À gauche, associer les objectifs aux ressources de la diaspora humaine et financière. Identifier les objectifs, investissement, connaissance, transfert de fonds. L'objectif qui est là, c'est, vous êtes un État, vous voulez vous développer, vous voulez assurer votre développement économique, très bien. Plutôt que de demander aux organisations internationales, plutôt que de demander aux États occidentaux de payer pour votre développement et d'assurer le co-développement, appuyez-vous sur vos propres ressources. Allez prendre l'argent de vos citoyens vivant à l'étranger.
et des personnes d'origine nationale vivant à l'étranger. Assurez votre autosubsistance via l'organisation plus large de l'intégration de votre diaspora à l'intérieur de l'espace national. Donc d'un côté, on a un discours sur la démocratie, le politique, il faut assurer la représentation, c'est important, garder le contact, ça fera de vous un vrai pays démocratique. Et d'un autre côté, il y a la contrepartie qui consiste à dire assurez vous-même, avec vos propres citoyens, la question de votre développement économique et national. Donc voilà, je vais répéter en fait. Là, je synthétise simplement pour vous dire à quel point je pense que ces transformations de l'usage de diaspora sont importantes à saisir. Parce qu'elles doivent montrer qu'en fait, ce n'est pas le choix d'un mot anodin. Ça peut sembler anodin. Ça peut sembler être quelque chose de très bien réfléchi à un niveau national, indépendant. En fait, c'est aussi quelque chose qui est organisé plus haut que les États. Parce que ce terme est complètement rentré à l'intérieur du lexique bureaucratique international. Et à l'intérieur de ce lexique bureaucratique international, et je vais finir par cette citation, qui est en fait tirée d'un travail d'une experte qui travaille pour l'OIM, donc l'Office international pour les migrations, qui s'appelle Dita Ionescu, et qui est celle qui a en sorte façonné le vocabulaire lié aux politiques de diaspora pour l'OIM, et qui finit un texte qui date de 2008 en disant « Le terme diaspora fait référence au groupe d'expatriés qui, contrairement aux migrants, englobe les populations expatriées ainsi que les générations nées à l'étranger, de parents étant citoyens de leur pays de résidence ou pouvant le devenir. » Par conséquent, pour l'OIM, les citoyens sur lesquels, ou les personnes sur lesquelles il faut s'appuyer pour cette politique, cette stratégie, cet engagement de la diaspora dont vous avez ici la feuille de route, ne concernent pas que les citoyens. Elles concernent quelque chose de beaucoup plus large, une population beaucoup plus large, et donc, par conséquent, une possibilité de récupérer plus d'argent pour le développement du pays, et donc moins d'argent pour le co-développement financé par les pays occidentaux. Je vous remercie.